bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode maternité encore. Théoriquement, on est censé être mardi. Les vérités qu'on ne te dit pas pendant la grossesse. Ce sont des choses que j'aurais aimé savoir. J'ai tout écrit en brouillon là-dedans, mais tout est structuré dans le téléphone, donc pardonnez-moi si vous me voyez utiliser mon téléphone. Petit disclaimer, je ne parle pas d'accouchement là-dedans directement. Il y aura un épisode vraiment dédié à l'accouchement et tout le travail. Là, c'est vraiment tout le processus, des choses qu'on ne vous dit pas, du début jusqu'à terme. Après, à partir de l'accouchement, de toute façon, je coupe court. Second disclaimer, prenez ce qu'il y a à prendre. C'est pas parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu que tu vas forcément les vivre. J'espère que ma façon d'être ne va pas choquer. Et du moins, si elle choque, ce n'est pas grave parce que c'est moi. Je vous raconte ce que j'ai vécu moi et ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et qui puisait développer encore aujourd'hui ce que je ressens. Je me rends compte que la vidéo est longue. J'ai préféré condenser d'une certaine manière. La structure ne change pas, donc tu n'as rien raté. Nous allons transitionner vers le chapitre numéro 5. Puis vient le moment où ton corps commence à te dire que la fin approche. Numéro 37. Tu sauras instinctivement quand tu vas accoucher. Moi, j'ai senti quand j'allais accoucher. Enfin non, parce que finalement, j'étais surpris par le truc. Mais à mes 8 mois et demi déjà, j'étais capable de faire part de l'angoisse à certains proches, surtout des femmes. Je leur disais, écoute, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais pas accoucher au bon moment, j'ai l'impression que je vais accoucher en retard. J'ai l'impression que le bébé ne voudra pas sortir. Elles me disent, mais non, t'inquiète pas, moi j'ai déjà accouché, j'ai même l'impression que tu vas accoucher même 1 ou 2 semaines avant et tout, nanana, ou voire même à terme et tout. Je disais, ah mais t'es sûre et tout, ouais, oui. Je leur disais, mais je sais pas pourquoi, mais je suis convaincue que je vais accoucher beaucoup plus tard. Après le nombre de jours, je sais pas. Mais après, il s'avérait que le terme est arrivé et j'attendais encore comme ça. Oui, il y avait des micro-contractions, mais c'était à me demander si c'était pas des contractions psychologiques, avec cet effet placebo, parce que je sais que c'est la fin et que je sais qu'elle est pas sortie. Du coup, c'est comme si je m'efforçais à ressentir une douleur qui n'existe pas encore. Mais après, oui, il y a vraiment des réelles contractions qui ont commencé, mais ce n'était pas encore le moment. Et pourtant, le terme était déjà passé. Mais voilà, elle voulait pas sortir et il n'y avait pas de problème physiologique au point de déclencher quelque chose. Donc, j'ai laissé reposer le truc et puis on a seulement attendu. Et c'est là où les appels ont tout le temps commencé, où les messages, ah, t'as déjà accouché, t'accouches quand. Et c'est d'autant plus stressant parce que toi-même, t'es pressé de la rencontre, tu veux rencontrer le bébé. Toi-même, tu attends. Et les gens te font croire qu'ils attendent plus que toi, alors que c'est toi-même qui portes l'enfant. Donc, t'as ce truc-là, mais pourquoi tu veux te montrer, pourquoi tu veux te prouver plus au taquet que moi? Enfin, t'inquiète pas, je vais accoucher quand je vais accoucher. Je vais rencontrer le bébé et ensuite, après, tu vas venir prendre le temps de rencontrer le bébé après moi. Numéro 38. Les gens comprendront que tu construis officiellement ta propre famille et les priorités ne sont plus les mêmes. Donc, ils voient que tu es à 2 doigts d'accoucher, ils voient que tout ce que tu as entrepris prend forme, ils te voient dans tes démarches, peut-être en train de chercher un appartement, en train de faire certains achats. Du coup, eux aussi, ils ont un truc où... c'est vrai qu'ils savaient que t'étais enceinte, ou ils savent que leur proche va avoir un enfant, mais pour eux, en fait, il y a comme encore une distance, mais ils savent. Mais après, quand aussi ils voient qu'il y a des choses qui se développent et qui se matérialisent, ils vont commencer peut-être à te voir acheter des choses pour bébé, parler beaucoup de bébé, obtenir ton appartement, obtenir certaines choses, ils vont se dire, ah, en fait, tu vas vraiment devenir parent. Ah, en fait, tu vas vraiment devenir papa. Ah, tu vas vraiment devenir maman. Donc, je pense que ça va aussi dans les deux côtés. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la mère en elle-même qui vit toutes ces étapes-là, mais on n'oublie pas aussi l'entourage aussi qui est quelque peu, un peu, pas heurté à mal, mais il lui faut aussi un peu de temps pour réaliser que les choses ne seront plus pareilles. Ça va pas forcément changer ta manière d'être, mais il y aura des choses à aménager parce que la vie n'est plus pareille. Les priorités ne sont plus pareilles. Et voilà, vous allez plus peut-être boire des verres ensemble tous les week-ends, mais vous allez quand même vous voir et boire des verres, mais ce sera différent. Ce sera peut-être des cafés au lieu des verres d'alcool et peut-être au lieu de samedi soir comme d'habitude, ça va peut-être le mercredi parce que c'est là qu'elle va trouver du temps après le rendez-vous prénatal. Enfin, c'est des détails comme ça où la personne prend conscience et maman, tu vas devenir maman, tu vas devenir papa, ça fait quoi, Soyez aussi prêts à recevoir aussi ces belles interrogations-là. Et c'est le petit côté doux aussi qui peut ressortir de leur côté parce qu'ils réalisent aussi que votre vie change et ils ont aussi une meilleure manière de se comporter avec vous. Numéro 39. Ton bébé ressent tout. Ton humeur, ton stress, tes joies. Il y a des choses que le bébé ressent aussi au niveau émotionnel, mais il n'est pas non plus dans la tête. Mais
Au vu des circonstances de comment tout a commencé, je me suis comme sentie que c'est comme si le bébé voulait se faire tout petit. Je faisais part à monsieur que à ce moment-là même, j'avais encore jamais senti bouger. C'est peut-être quelques jours après, voire peut-être 2 semaines après que j'ai commencé à sentir le bébé bouger. Soit à 2 mois, donc le ventre inexistant. Enfin, à 2 mois et demi. Mais j'arrivais à lui dire, j'ai l'impression que le bébé va se faire tout petit. Puis il comprenait pas trop. Enfin, c'est limite, il se disait, mais est-ce que c'est peut-être pas mental ce que tu dis parce que la discussion est difficile et tout. Mais non, ça se ressent. Et après coup, ce qui a confirmé ça, c'est que lors de la naissance, le bébé avait un tout petit poids. Pourtant, durant le processus de grossesse avec les rendez-vous prénatales, on m'avait beaucoup planifié le poids en fait, parce que à peu près par rapport au diamètre du ventre et tout, l'informatique planifiait déjà le poids du bébé. Mais il s'avérait que c'était faux et que le bébé était né petit. Et il y a des sages-femmes qui sont venues me voir après coup en postpartum pour dire « Nous avons constaté que votre bébé était né légèrement en dessous de la moyenne des autres. Pourtant, elle est même née 1 semaine après le terme. Qu'est-ce qui s'est peut-être passé comme événement impactant qui ont fait que peut-être il n'est pas un poids dans la moyenne. Mais après, bien sûr, entre les lignes, il me disait que c'est pas grave, il fallait pas faire tout un pataquès et que chaque femme a sa propre grossesse. Mais ils m'ont quand même fait comprendre que c'est peu commun. Et c'est là que j'ai fait part du stress que j'avais. Et plus tard, indirectement, j'avais repensé à l'anecdote où je disais que j'ai l'impression qu'elle ressent et que le bébé veut se faire tout petit dans le ventre. Comme pour se faire oublier, en fait, en mode je ne suis pas là, oubliez-moi, arrête de stresser, t'inquiète pas, continue alors ce que t'as à faire, fais comme si je suis plus là. Et j'ai eu les larmes aux yeux quand j'y ai repensé parce que je me suis dit waouh. Donc ça a eu des répercussions où le bébé à lui-même était un peu privé de se développer pleinement et de pouvoir nager pleinement et de s'épanouir pleinement dès le début. Et c'était juste ça qui m'a un peu bouleversée, un peu en pensée, mais je vous préviens de ça. Un bébé, ça ressent vraiment tout. C'est pas que des paroles en l'air. Numéro 40. Si tu fais une baby moon, choisis bien ta destination et tes activités. Il y aura une vidéo dédiée que pour ça, dont non seulement une story time par rapport au voyage et puis une autre vidéo qui va être consacrée à nous, les démarches qu'on a fait par rapport à la destination dont on a été et puis les conseils et tout, les applications. J'ai pensé avoir bien choisi, mais je me suis rendu compte pas que j'ai mal choisi, mais que j'aurais pu mieux faire. Et nous sommes partis en Afrique, à Hurghada, en Égypte. C'était magnifique. Bon, c'était magnifique dans la symbolique, mais... Voilà, il y a des éléments trompeurs. Il y a des éléments trompeurs sur TikTok et tout. J'avais quelques a priori par rapport à la nourriture parce que on disait beaucoup qu'on y mangeait mal. Donc moi, je me suis beaucoup plus focus sur le fait que j'avais peur de mal manger. Donc je triais beaucoup sur le volet les détails par rapport à la nourriture vis-à-vis de ce voyage-là pendant les préparatifs. Et après coup, je me suis rendu compte que à aucun moment je suis tombée malade là-bas. Mais on s'est aussi mis dans des contextes où on était un peu plus local. Qu'on n'est pas allé dans des resorts où ils veulent imiter certains plats alors qu'ils n'ont pas les ingrédients du terroir. Donc ça va faire évidemment que le ventre peut ne pas supporter. Utiliser des fromages qu'ils ne maîtrisent pas en temps normal ou des sauces qu'ils ne maîtrisent pas en temps normal parce qu'il y a des choses qui ne poussent pas ou qui ne se fabriquent pas sur place en temps normal. Donc, autant manger local et avec ceux qui savent faire, avec ceux qui est d'ici et il y aura pas de problème, voire peu de problèmes pour les plus malchanceux. On n'a pas eu de problème par rapport à ça. Étant enceinte, il y a aussi beaucoup de restrictions physiques. Tu peux pas monter à cheval, subir de secousses, tu peux pas faire du quad, tu peux pas être dans une... Enfin, même si tu conduis pas, tu peux pas être dans une voiture qui traverse des dunes. Tu peux pas faire de jet ski, tu peux vraiment pas faire grand-chose. Donc moi, j'ai dit, bébé, moi, dans mon voyage, je vais être tranquille, les pieds à la plage, au soleil, au bord de la mer. Puis en fonction de la situation, du contexte, du budget et tout, et que je voulais absolument faire ce voyage-là, donc on a choisi Hurghada. Dès qu'on a regardé Hurghada, il y avait des resorts et tout. Il y en a plein, franchement, il y en a plein. Mais pour finir, on allait dans un hôtel au centre-ville, simple, lambda, type un peu Novotel, mais c'était pas du tout une chaîne, genre c'était vraiment un hôtel unique. Mais si je peux vous parler un peu du standing et du physique de la bâtisse, la ligne Novotel, et c'était bien, et au moins j'avais pas ce truc-là de me dire ah mais cet hôtel il offre ça, il offre ça, il offre ça, il offre ça, et me dire que je pourrais pas en bénéficier, parce que quand t'es dans un resort, voilà, le resort il t'offre ça, il t'offre ça, il t'offre ça, il t'offre ça, mais t'as la frustration de dire il offre ça et ça se passe devant moi, mais je peux pas le faire, je peux pas participer, et ça peut aussi peut-être mettre une frustration directe envers monsieur, parce que du coup c'est soit
t'es hyper détaché, puis tu dis ok, non, non, t'inquiète pas, bébé, profite et tout, fais ce que t'as à faire. Mais du coup, lui aussi, il est pas bien parce qu'il aurait voulu partager ça avec toi. Enfin, il y a personne qui parle la langue. Et il va pas non plus faire du cheval pendant 3 heures tout seul avec des autres touristes qu'il connaît pas. Ça, ce petit truc-là où il y a un petit compromis à faire à deux. Et puis, on est très vite tombé d'accord de se dire bah, qu'il n'y a pas de problème. Et puis, dans tous les cas, c'est revenu hyper moins cher. Et là, au moins, étant pas dans un resort, bah, on a pu sortir, on a pu marcher, voir des centres commerciaux, faire des achats, du shopping. On a vécu comme des locaux et c'était génial. Franchement, si c'était à refaire, je referais 1000 fois. Et lui-même aussi détient le même discours et on se relance souvent les anecdotes fréquemment. Et voilà, c'est quelque chose qui est bien à vivre. Mais maintenant, si je venais à retomber enceinte, on ferait les choses légèrement différemment, mais on ne renie pas ce qu'on a vécu. On va transitionner dans le dernier chapitre qui est le numéro 6. Chapitre 6. L'image, la confiance et la métamorphose. Numéro 41. Si ton métier est à risque, renseigne-toi avant d'annoncer ta grossesse. J'ai pas planifié de tomber enceinte. J'étais pas non plus dans les meilleures des conditions, hein, parce que sinon les choses ne devaient pas arriver. Donc on va dire que je me suis exposée à être sujette à une grossesse. On est d'accord. Et après coup, quand je l'ai appris, bah, j'étais déjà dans une certaine activité parce que j'avais des projets, j'avais des plans, et j'étais en plein plan. Enfin, je travaillais en tant que femme de chambre en intérim parce qu'on avait des projets avec monsieur et on avait des choses à devoir acheter. Parce qu'on avait déjà tout un business plan établi et tout et tout. Pour ça, il fallait des finances, donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais me coltiner au ménage et tout. Et puis, j'ai eu la chance de travailler dans des beaux hôtels, dans des beaux palaces, où j'ai pu faire des chambres et nettoyer et tout et tout. Beaucoup de solidarité entre les femmes de ménage et tout. Et bref, j'ai adoré l'atmosphère. Mais voilà, c'est pour se chercher pour une vie meilleure, encore une fois. Donc, je savais que j'allais pas rester éternellement, mais tant qu'on n'allait pas me foutre dehors, bah, j'allais continuer, donner tout ce que j'avais. Mais je sais pas, au moment où j'ai appris que j'étais enceinte, bah, je me suis vue appeler assez rapidement mon manager qui avait tendance à toujours m'appeler. Enfin, vous savez, ces agents de placement qui vont chaque fois vous demander si vous êtes à jour, si vous êtes disponible et tout. Donc, je l'appelle et je lui fais comprendre que je suis enceinte. Je lui fais part de ma grossesse. Donc, tout de suite, il me dit, ah, mais ok, félicitations, tout, qu'il y a peut-être des choses qui vont changer, qui vont légèrement bouger, qui va se renseigner. Et donc, après coup, il me revient quelques jours plus tard pour me dire que finalement, il ne va plus me rappeler. Pas qu'on me renvoie, mais qu'on va finalement geler mon contrat. On me met en stand-by parce que je suis enceinte. Et sur le coup, en fait, je me vexe un peu parce que je me dis, non, non, mais t'inquiète pas et tout. Je te l'ai juste dit parce que, voilà, c'était important et tout, parce que c'est quand même une grossesse et tout, qu'on sache qu'à l'avenir, il va falloir... Excusez-moi. Qu'on sache qu'à l'avenir, il va falloir compter sur quelqu'un d'autre, que là, pour l'instant, je suis hyper disponible et qu'il faudra peut-être commencer à chercher. Puis il me dit, non, non, t'inquiète pas, tu sais, le processus de l'intérim, c'est que en 2 jours, on peut trouver quelqu'un et tout. C'est pas là le problème. Le problème, plutôt que comme tu es dans les ménages et que tu es enceinte depuis X temps, comme tu viens de me le dire, tu es en train de me dire aussi que tu sais pas encore ce que tu vas faire de la grossesse. Donc, on va partir du principe où on va geler le contrat et c'est pas grave. Tu es déjà une très bonne travailleuse. Tu assures tes journées comme il faut et tu es toujours disponible et tout se passe toujours bien auprès de ta supérieure. Donc, il n'y a aucune raison que l'on te renvoie. Mais on va cependant geler le contrat. Que tu donnes suite ou pas, on le gèle juste. Comme ça, tu as le temps de prendre ta décision sur si tu vas continuer à poursuivre ta grossesse ou si tu vas finalement passer à autre chose et ce n'est pas grave. Et de là, il me dit aussi, tu es dans les ménages, tu inhales matin, midi, soir des produits nocifs, enfin des produits tout court. Tu es tout le temps accroupi à force de faire le lit, à force de fouiller les combles, nettoyer et tout, et tout, et tout. Donc éprouver aussi physiquement en dehors des substances. Donc stop tout, pense à toi, pense à ta situation. Nous allons te verser tes salaires, les indemnités, les machins, tes droits, tes trucs des vacances, tes machins, tes primes, tes machins, tes machins, tes machins. Et puis s'il faut qu'on reprenne, on va savoir comment rebondir. Et c'est là où j'ai mieux compris. Et je me suis dit, Dieu merci. Et à partir de là, bah, je m'étais retrouvée sans travail parce que moi, j'avais un plan de commencer un apprentissage. Donc à ce moment-là, je me dépêche, j'ai alors vite de trouver une place d'apprentissage quelque part. Puis après, on me dit, mais non, parce que du coup, tu devras abandonner en cours de route puisque tu devras accoucher et être en pause. Est-ce qu'on va t'accepter étant enceinte? Du coup, voilà. J'ai décidé alors maintenant de rencontrer une assistante sociale qui, elle, m'a donné beaucoup de conseils et m'a mis en relation avec mes droits par rapport à certaines choses dont j'avais besoin et dont on m'avait dit que je pouvais bénéficier étant contribuable aussi, qui m'a aidé à continuer le processus tout le temps en ayant des revenus, sans souci, voilà. J'ai travaillé, mais je ne pouvais plus travailler. Je lui ai expliqué la situation et c'est ce qu'elle m'a dit.
Et même étant apprenti, pour elle, c'était pas la bonne idée parce que dans tous les cas, étant apprenti, tu gagnes pas un grand salaire. Et en plus de ça, bah, tu es enceinte. Donc, à un moment donné, même si tu as la forme et qu'un patron veuille bien te prendre, bah, il y aura de toute façon un moment où tu devras être absente. Et qui dit être absente pendant un apprentissage, c'est rater ses examens, c'est ne pas être là tout le temps. Du coup, c'est ne pas remplir ses heures. Donc, que ton année soit même pas validée. C'est trop de stress, trop d'enjeux. Donc, elle m'a dit repose-toi, fais ce que tu as à faire. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et on va rebondir dès que tu te sentiras de recommencer à zéro. Et je regrette pas. Mais pour certaines avec qui peut-être la vie serait beaucoup plus difficile, avec un contexte où il y a peut-être moins de droits, où les droits sont peut-être plus difficiles à toucher, où tout est tout plus difficile, et réévalue peut-être le travail que tu fais. Si tu peux attendre encore un peu, attends. Mais si tu sais que dans un contexte comme le mien, c'est du ménage, c'est trop physique, c'est trop chimique, réfléchis quand même et parle-en et essaie de trouver des solutions. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, être enceinte ne veut pas dire être malade, mais voilà, enfin, et au moins un plan pour rebondir si tu peux pas te permettre de ne pas travailler. C'est la conclusion. Parce que si j'aurais pu travailler jusqu'à mes 6 mois. Moi, c'était vraiment ça le plan, charbon, 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 charbon. Et comme ça, j'ai au moins jusqu'à 6 voire 8 mois. Voilà, c'était ça le plan, mais nos plans ne sont jamais les plans de Dieu. Numéro 42. Beaucoup de femmes de ta propre famille te feront des réflexions. Ça peut être plusieurs femmes de contextes différents, mais en tout cas, dans ta propre famille, ça peut commencer en disant « Ah, mais moi, j'ai déjà couché tant de fois, tu devrais supporter. » Enfin, en fait, c'est comme si on te minimise. C'est comme si, en fait, on réduit ta grossesse, on réduit ce que tu es en train de vivre, parce que selon la tierce personne, bah, t'as pas vécu comme elle, donc t'as pas à te plaindre. Non, mais ça, c'est quoi ça? T'as pas à être fatigué, ou t'as pas à être machin, ou t'as pas à être machin, t'as pas à être machin. Moi, c'était 9 fois, ça a été 3 fois, ça a été 4 fois, ça a été 2 fois, ok. Au tout début, c'était même pas ça. Au tout début, c'est genre, ah, mais t'as jamais accouché, tu sais pas ce que c'est que d'être mère. T'as jamais accouché, t'as jamais donné la vie. Donc, en fait, d'abord, le problème, avant tout, c'est de se sentir minimisé parce qu'on n'est pas mère et qu'on n'est pas légitime de parler. D'accord. Maintenant que je suis en train de devenir mère, on n'est toujours finalement pas légitime parce qu'on n'a pas accouché tant de fois. Donc moi, j'ai décidé de mettre un blocage. Et je dis pas que c'est la meilleure solution, mais selon moi, au vu de mon contexte et par rapport à ce que j'étais en train de vivre et ma santé mentale, j'ai décidé de couper avec certaines personnes qui se permettaient de me faire certaines réflexions. Je les interdis pas de penser ce qu'elles veulent penser. On n'en est pas là. Mais ne me fais pas culpabiliser de vivre ce que je vis. Ne me fais pas culpabiliser d'avoir les facilités, selon toi, d'être en Europe. Or que toi, tu as peut-être grandi dans d'autres contextes où tu as eu des malchances, des galères. Moi aussi, j'ai mes galères, mais à mon niveau. Vous savez, le milliardaire, il a autant de problèmes que le pauvre. C'est juste que ce n'est pas les mêmes problèmes et les contextes sont pareils. Peut-être le milliardaire va dire « Oh putain, ça m'énerve, j'ai raté l'avion, j'avais telle conférence. » Toi, tu vas dire « Oh putain, t'as raté l'avion parce que ça a été telle conférence, ok. » Mais il a quand même raté son avion parce que sa conférence était importante. Au même titre où toi, voilà, tu t'es pris une amende et que tu sais pas comment tu vas la payer. C'est un peu la même chose. Tu vas pas minimiser le problème de quelqu'un. Enfin, il y a des contextes et il y a des niveaux et rien n'est minimisable. Et j'aime pas ce truc-là où tu te mets toi-même une couronne sous prétexte que t'as déjà accouché ou sous prétexte que t'es mère. Oh là là, t'es mère, t'es maman. Oui, genre, ok, je suis maman et c'est normal, c'est physiologique. Genre, je suis pas la première maman qu'on découvre, je suis pas la dernière maman qu'on découvre. Enfin, et t'es pas non plus la première maman, et t'es pas la dernière. Et en faire tout un statut et minimiser les autres et écraser les autres avec ça, je supporte pas. C'est de la méchanceté gratuite et je sais pas ce que ça peut apporter. En fait, même quand vous voulez finalement même véhiculer quelqu'un ou conseiller quelqu'un, je vois même pas ce que ce type de réflexion vient de faire ici. Peut-être qu'il derrière il y avait un vrai message, mais expliquer autrement ou parler autrement ou pour faire comprendre quelque chose si vous voulez vraiment faire comprendre quelque chose à une personne. Mais c'est pas en disant mais j'ai accouché 4 fois, regarde-toi ou machin ou truc que ça va... Enfin non, à part éloigner la personne de vous et faire qu'elle peut même accoucher puis s'en foutre de vous faire part la nouvelle, elle va s'en foutre et ce sera votre problème. Soit encore les gens un peu éloignés, on s'en fiche parce que c'est pas votre membre. Mais quand c'est déjà votre famille, vous serez blessé. Et même si vous pensez que vous ne serez pas blessé, vous le serez blessé. Vous le ressentirez plus tard. Numéro 43. Tu peux te sentir sublime un jour ou au plus bas le lendemain. Vous savez, il y a le phénomène qu'on appelle le masque de grossesse. Donc moi, je pense qu'on passe toutes par là. Maintenant, il y a des masques qui sont beaucoup plus intenses que d'autres. Parce que moi, j'ai eu le discours de me dire « Ah, j'ai pas le masque de grossesse, j'ai pas le masque de grossesse. » Mais finalement, je pense que je l'ai eu parce que quand je revois mes photos, il y a quand même quelques photos, genre tu vois que je suis enceinte. Je sais pas comment dire, genre tu te sens plus boursouflée. Enfin, non pas non plus boursouflée parce que j'avais pas non plus la tête du matin. T'as la tête d'une femme enceinte, enfin ça se sentait. Après, c'est peut-être mental, parce qu'il y avait partout des TikTok qui montraient comment les femmes devenaient
avec le visage tout noir, tout foncé, le nez hyper proéminent et tout. Et je vais pas vous mentir, c'est des choses qui faisaient peur et j'ai tellement eu peur que j'ai tellement tout fait pour aussi m'entretenir. Des fois, ça n'a même rien à voir avec l'entretien, l'hygiène. Hein. Je sais pas, peut-être, bref, la manière en tout cas de se gommer le corps ou de faire certaines choses du quotidien. Quand en normal, tu faisais une fois par semaine, peut-être avec la grossesse, comme tu as les hormones. Enfin, tout travaille plus, tout est en plus forte quantité parce que tu as aussi celle du bébé aussi. Ça fait plus de cheveux, plus d'hormones, plus de cellules, plus de peau morte, plus de machin. Et ça engendre peut-être un double ou une triple action vis-à-vis de prendre soin de soi. Donc moi, j'ai continué peut-être juste 2 fois plus à me maintenir comme je fais. Et puis bah ça m'a réussi. Donc je dis pas que si une autre va le faire, ce sera exactement pareil ou ce sera totalement le contraire. C'est propre à chacun. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je me suis décidée de faire, en tout cas pour du moins ne pas encourager ce moment-là où je me trouverais potentiellement vilaine. Voilà, moins attrayante. C'est quand même dommage de se dire, putain, pendant 9 mois, je suis enceinte et tout, et je vais pas plaire à monsieur ou je vais pas me plaire à moi-même. Si on peut éviter ça, c'est toujours satisfaisant de se dire, oh, je suis enceinte, j'ai un gros ventre, et alors, de toute façon, je slay, je suis trop belle. Maquillage, pas maquillage, je suis trop belle. Et c'est tellement satisfaisant que ça donne encore plus envie de prendre soin de soi. Et monsieur était très très content. J'avais les mollets comme ça, les chevilles comme ça, les orteils comme ça. C'est là que j'ai su que je pointais sur la fin.